Bonjour tout le monde, je vois quelques nouveaux visages, donc c'est très bien. Et il y a aussi des anciennes, et c'est aussi très bien parce que par rapport à ce thème, on l'a abordé aussi l'année passée. Mais l'année passée, on a fait un peu le topo en général sur les addictions. Et donc, vous vous souvenez, pour qui était là, en fait, on avait vu la racine de l'addiction, que derrière l'addiction, il y a toujours la souffrance. Donc, tout ça, je pense qu'on va le rebondir tout à l'heure avec Valérie. Mais cette année, en fait, jusqu'à il y a une semaine, j'ai dit, bon, je vais refaire la même présentation. Après, pour moi, ça m'ennuie un peu de faire toujours la même chose. Donc, je me dis, mais pourquoi pas les gens qui sont là, en fait, il y a un problème avec la bouffe, avec la nourriture. Donc, en fait, pourquoi pas aussi pour moi-même, hein, comprendre effectivement la relation entre addiction et sucre. Parce que justement, on parle toujours d'addiction bien aux drogues, au tabac, à l'alcool, mais est-ce que, d'un point de vue scientifique, le sucre est effectivement une addiction? Donc ça, c'est la question en fait que je vais justement essayer, à laquelle je vais essayer de répondre. Et, hum, et justement, j'espère qu'on aura quelques points sur lesquels réfléchir à la fin de la présentation. Donc, pourquoi je ne peux pas avancer? Ah oui, ok. Donc, on part de la définition d'addiction. Et bien évidemment, quand je viens de dire, l'addiction, c'est surtout à quelque chose qui est une molécule qui est étrange. Donc, quelque chose qui les corps reconnaît comme étrange, qui crée en fait des systèmes de dépendance. Et l'addiction est définie en fait comme une affection cérébrale récidivante, caractérisée par la recherche de l'usage compulsif d'une drogue, malgré la connaissance que cette drogue, cette substance a des conséquences nocives. Donc, on fume, on sait très bien, c'est pas bien pour la santé fumer. Malgré tout ça, on fume. Pourquoi? Parce qu'il y a une affection cérébrale. Donc, c'est pas nécessairement qu'il y a un manque de force de volonté. C'est vraiment qu'au niveau cérébral, il y a quelque chose qui a été changé avec l'utilisation de cette substance psychoactive. Et donc, à la fin, c'est une pathologie cérébrale de dépendance avec des substances et avec des conséquences qu'elles sont délétères. Donc, j'essaie justement d'encadrer la définition d'addiction pour voir si effectivement toute substance, tout confondu, peut faire partie en fait de cette définition. Donc, est-ce qu'il y a des modifications du cerveau? Oui, effectivement. Ce qui a été démontré, c'est que toutes les substances, que ce soit la morphine, le cannabis, les médicaments à base de codéine, d'opioïdes, l'héroïne, ben, en fait, produit une sensation euphorique et qui amène à augmenter la fonctionnalité du système dopaminergique qui donne en fait du plaisir. Donc, le système dopaminergique, comme on verra tout à l'heure, le système de la récompense est effectif, il est vital. Et donc, si vous voulez, en fait, c'est comme jeter de l'alcool et donner du feu à ces systèmes grâce à ces substances illicites, au moins illicites. Et donc, les substances psychoactives, pour résumer un peu, tout le monde les connaît, ça peut être des stimulants, ça peut être des perturbateurs, ça peut être des sédatifs. Donc, voilà, c'est un produit qui va modifier le comportement, les émotions, les sensations, l'humeur, la perception, la capacité et la vigilance. Et toutes substances qui peuvent être capables de faire ça, on peut les définir comme substances psychoactives. Donc, du moment où on a dit ça, est-ce qu'on peut définir le sucre effectivement comme une addiction? Parce que le circuit de la récompense, je voulais justement vous parler d'abord du circuit de la récompense parce que c'était quelque chose qui est vital.
en fait, la récompense part de ce petit bleu au centre, d'où elle part les, les flèches jaunes, et c'est l'aire tegmentale ventrale. D'ici, le centre du cerveau, on va dire du mésencéphale, donc ça veut dire le deuxième cerveau. Vous savez qu'on a trois niveaux de cerveau au fur et à mesure qu'il y a eu l'évolution humaine. Donc le reptilien, c'est celui des émotions, comment dire, des instants. Le mésencéphale, c'est celui qui a travaillé en fait les émotions et pour élaborer une réponse. Et après, on a les cortex pour justement mettre en action la réponse. Donc, à quoi c'est dû ce circuit de la récompense? Ben, c'est des neurones qui produisent de la dopamine, qui est donc définie un peu l'hormone de plaisir, et qui donne en fait qui a des connexions au niveau des, vous voyez, des autres petits aires bleus, les noyaux accumbens, l'amygdale. En fait, les systèmes de la récompense créent des liens avec la mémoire, avec les sensations et les émotions. Donc, ça veut dire que si autrefois j'ai eu un souci, une tristesse importante, donc l'émotion a fait déclencher les besoins de ce système de la récompense. Le système de la récompense demande justement de trouver la chose, dans ce cas-là, psychoactive qui déclenche le système dopaminergique du plaisir. Et donc, en fait, dans la mémoire, je sais qu'au moment où il y a eu la souffrance, j'ai utilisé la boîte des cookies pour me faire plaisir. Et donc, cette mémoire va s'enregistrer en fait dans notre façon d'être, dans les mécanismes des coping. Donc, en anglais, ça veut dire faire face. Donc, je sais que c'est un système qui m'a procuré des plaisirs et que je sais qu'en fait, c'était un outil dans ma mallette de la détresse pour m'en sortir. Je sais que quand c'est arrivé dans le passé, je l'ai utilisé. Donc là, je mets tout de suite une petite entre parenthèses de la facilité comme quoi on utilise ce système de la récompense avec les enfants. Donc c'est net en fait que si on utilise ce système de la récompense alimentaire avec les enfants en bas âge, c'est quelque chose donc, qui devient ancré. Donc, je fais quelque chose, je mérite, la récompense est alimentaire. Vous voyez, donc c'est se diriger vers l'alimentation, vers la nourriture. Souvent, bien évidemment, on ne récompense pas avec des tomates cerises, mais c'est vraiment du sucrerie ou de la nourriture confort. Et voilà, donc c'est quelque chose va être ancré depuis la jeune âge si on a l'habitude de le faire. Et donc, je vous ai dit en fait qu'à à chaque fois, ce système de la récompense essaye d'être activé. Mais là, on en parle pour le sucre. Mais bien évidemment, si là, en ce moment, votre téléphone sonne, en fait, il y a la sonnette d'un texto ou de notification d'Instagram, ben, les systèmes de la récompense s'activent parce que je sais que quand je vais voir un commentaire sur Instagram ou le texto de ma copine, j'ai quand même l'activation de ce système dopaminergique. Donc, c'est ma curiosité va être satisfaite avec l'augmentation dopaminergique de lire les textos que je viens de recevoir. Donc, il peut y avoir différents niveaux. Mais comme je vous disais, en fait, les systèmes de la récompense visent à avoir l'anticipation. Donc, je suis dans le moment, en fait, des souffrances, des tristesses. Je sais que déjà en voyant comment dire, la plastique de la boîte des cookies, j'ai déjà l'anticipation du bien-être que je vais toucher du moment où je vais manger mon cookie. Donc, c'est pour ça que la pub essaye énormément d'agir à ce niveau. Vous êtes en fait sur le canapé, les soirs, il y a la pub en fait qui vous dit quoi manger. Parce que malheureusement, le système industriel alimentaire, il est devenu d'une psychologie tellement fin que même pas Freud peut faire, c'est comparé à eux en fait. Parce qu'en fait,
la psychologie de la publicité, de la réclame, va lire tellement les besoins profonds qu'il est nécessaire qu'avoir l'insigne, en fait, McDonald's, on a envie, du moment où on a bien activé ce système de la récompense, d'y aller dedans et de manger ce qu'ils proposent. Ou si on est sur le canapé, on voit la boîte de tuc et on a envie d'en manger parce qu'on sait déjà que dans le système de la récompense, il y a l'anticipation du bien-être, du moment plaisir qu'on va toucher quand on ouvre la boîte de tuc. Donc ça, il faut, et on verra, la prise de conscience, c'est la base comme en beaucoup de choses, hein, c'est l'être, voilà, être quand même à connaissance de certains systèmes qui parfois ils sont trompeux, voilà, qui sont un peu malins et qui essayent justement de, de s'insinuer en fait entre les failles et les fragilités de l'être humain. OK? Et donc, pour refaire un peu le topo sur le circuit de la récompense, ben, on a euh, une obsession autour d'un besoin qui détermine un ressenti, qui ça peut être une émotion comme la colère, l'ennui, la peur d'échec, le stress, la tristesse. Et après, donc, on cherche. Parce que on l'avait dit déjà quand on a mangé de l'alimentation intuitive, le système humain est fait pour rester dans l'homéostasie. Dans l'homéostasie, ça veut dire l'état neutre de notre être. Donc, si on a quelque chose qui s'éloigne de cette neutralité, ça peut être la colère, l'ennui comme le stress et la tristesse, on essaie de trouver le moyen pour revenir à l'état de neutralité, de mon homéostase. C'est l'homéostasie, c'est quelque chose qu'on essaie de trouver dans tous les systèmes, comme la température. Il fait chaud, je transpire pour maintenir la température basale moyenne à 35-36 degrés. Donc, on augmente l'effort physique, je commence à respirer plus fréquemment pour avoir les taux d'oxygène nécessaires pour faire l'activité physique. Tout ça, c'est l'homéostasie. Et ça se joue aussi au niveau cérébral. Donc, en fait, je vais à la recherche des solutions pour aller mieux. Et après, donc, dans la recherche des solutions pour aller mieux, et donc, on ouvre la mallette avec les outils que j'ai appris, dont j'ai mémoire, que ça marchait. Et donc, je vais réutiliser les processus, l'action que ça marchait dans mon passé. Et donc, c'est là que ça joue, en fait, les systèmes de la récompense parce qu'il est, voilà, il est enregistré, on sait que ça marche. Sur le court terme, ça marche. Et donc, on a les passages à l'acte et la solution qui est plus rapide. Pour certains, c'est la prise de nourriture. Pour d'autres, c'est l'alcool. Ça peut être les jeux vidéo. Ça peut être l'excès du sport. Ça peut être aussi l'excès de travail. Et donc, voilà, super. Au niveau cérébral, on a le système de la récompense qui vient d'être activé. Et ça marche. Donc, on souffle, on a l'épaisement. Mais finalement, on a à la fin de ce moment assez court, assez bref, on a l'insatisfaction et la culpabilité pour ce qu'on vient de faire. Donc, encore une fois, la neutralité de notre état d'humeur va être entamée. On s'éloigne et donc on a cette sensation de manque. Et voilà, on reprend l'obsession autour d'un besoin, de retrouver en fait ces conforts qu'on a eu auparavant avec la nourriture dans ces cas-là. OK? Et donc, tout ça pour dire que c'est vrai que les systèmes de récompense, ils semblent quelque chose de vraiment très malin, mais c'est essentiel en fait pour la vie humaine, hein. Donc, le bébé pleure, il cherche le confort de la maman, il a faim, et donc il donne en fait les messages de quelque chose qui va pas, et donc on s'active, il pleure,
cherche la maman, on a les contacts avec la maman, et donc dans ces cas-là, on a le double système, qui est celui et dopaminergique et de l'ocytocine, que vous connaissez, c'est l'hormone en fait qui permet les liens entre la maman et les bébés. Donc c'est un système qui était bien défini justement pour la survie de l'être humain, parce qu'on a besoin de plaisir. Autrement, l'espèce humaine n'irait pas en fait à la reproduction. C'est pour ça que, comme il dit Michel Foucault, le plaisir est essentiel pour la survie de l'individu. Et donc, on le trouve dans la nourriture, parce que si on n'avait pas cette sensation de plaisir en mangeant, ben, on pourrait franchement passer des journées à ne pas manger. Si on n'avait pas en fait cette sensation de plaisir à faire l'amour, ben, il y aurait personne en fait qui va se reproduire pour avoir mal. Oui, donc c'est pour ça en fait que les plaisirs, c'est à la base du système de la récompense qui doit être quelque chose qui est nécessaire pour évoluer, pour avancer. Sauf que, donc, dans notre histoire évolutive, les plaisirs alimentaires étaient basés sur ce que la nature en fait présentait. Les fruits, les céréales, voilà, les animaux, les légumes. Donc, on avait un plaisir alimentaire qui était quand même à la base du système de la récompense, mais qui était limité à ce qu'on avait à disposition. Là, au moment d'aujourd'hui, on a 8000 fois plus en fait au niveau de ce qui peut stimuler la récompense. Et donc, en fait, si on voit l'évolution, on voit très bien qu'on a les placards débordants de nourriture, les supermarchés qui ont des tonnes de produits qu'on peut mettre dans la catégorie en fait des comfort food. Donc en fait, on est hyper stimulé pour un système qui était à la base nécessaire pour la survie, mais qui là en ce moment, en fait, si vous voulez, on a euh, comment dire, quelque chose qui va être proposé un impact de ce que l'état actuel contemporain propose qui est inadapté pour le système de la récompense aussi comme il était conçu en fait pour permettre l'évolution. Donc, au niveau évolutif, c'est pas du tout gagnant parce que malheureusement, on sait très bien qu'il y a des problèmes en fait au niveau de la nourriture quand on a des excès au niveau alimentaire pour tout ce qui est pathologie chronique. Et donc, comment il agit les sucres? Est-ce que ça donne effectivement aussi les sucres une dépendance psychologique? Ben oui, effectivement, on sait très bien qu'un quart d'heure après l'absorption, le taux de sucre monte et déclenche la dopamine. Donc ça, c'est le système de la récompense. On a vu que c'est normal. Cette molécule stimule les circuits à l'origine du plaisir. Donc, on vient de dire, il va mémoriser et peut-être ouvrir le portail à l'addiction. Les cerveaux enregistrent donc le binôme aliment secret, bien-être. Et donc, il peut justement, dans la fragilité d'un parcours de vie qui est à la base en fait de la dépendance, ça veut dire dans la souffrance, il peut être Ouais. qu'effectivement, à chaque fois qu'on a besoin d'aller mieux, on retrouve le système de récompense qui peuvent arriver au niveau compulsif, donc devenir une addiction. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Après, j'ai envie de mettre quand même un peu faire du clair. Bien évidemment, les conséquences sur l'être humain sont bien différentes entre le sucre et la cocaïne, par exemple. Parce que, euh,
pas tout le monde, mais la plupart d'entre nous ont besoin de sucre pour avancer. Les cerveaux marchent qu'avec les glucoses. Donc, vous savez que les glucoses, c'est la molécule la plus petite quand on va travailler les pâtes, la pizza, les bonbons, le sucre et le fruit. À la base, la molécule la plus petite qu'on va retrouver, c'est le glucose et le cerveau a besoin de glucose pour marcher. OK? Donc, ça, il faut distinguer en fait la nécessité quand même de manger, qui est vitale, par rapport à l'utilisation des substances qui sont définies illicites et qui ont au niveau cérébral des conséquences néfastes au niveau social. Eh bien, peut-être, effectivement, il peut y avoir aussi la remarque, effectivement, quand on devient accro au sucre, au niveau social aussi, on s'éloigne. On a quand même des difficultés, par exemple, à, à sortir, à manger avec d'autres personnes. Donc, effectivement, c'est très subtil, c'est très fragile, mais il y a quand même une différence entre la dépendance au sucre et d'autres substances illicites. Mais les mécanismes qui à la base, qui soutient en fait tout ça, c'est les mêmes. Donc, tout ça pour dire que si on a vu en fait qu'il y a une différence entre sucre et, là j'ai mis cocaïne, mais c'est pour tous les drogues, hein, attention. Est-ce que c'est vrai au niveau cérébral? Donc en fait, grâce aux études de l'imagerie neuronale, ça veut dire qu'on a fait les études en donnant des produits de contraste aux patients au sujet en fait qu'on était en train d'étudier, et ben ce qu'on a vu en fait, c'est que quand on a une dépendance où on utilise le sucre ou une drogue, et ben en fait, au niveau cérébral, effectivement, la région qui est concernée, c'est exactement la même. Et donc ça, vous voyez en fait les trois cerveaux au niveau de l'image faite au scanner, ben, vous voyez que la région cérébrale reste, pardon, toujours la même. Elle s'allume en fait au même niveau. Donc, on a vu en fait, il y a les systèmes de la récompense. Mais si vous voyez très bien, si vous allez regarder en fait les nuances et les couleurs, ben, vous voyez en fait que avec l'utilisation du sucre, dans un cerveau dit normal où il n'y a pas de dépendance, on voit beaucoup de rouge. Ça veut dire qu'il y a un niveau de dopamine qui va être produite qui est très élevé, qui diminuisse et dans la dépendance du sucre et de la dépendance en fait de la cocaïne. Et ça, pourquoi? Parce que, en fait, au fur et à mesure d'utiliser la substance dite de dépendance, ben, le cerveau va, entre guillemets, se protéger et diminuer les récepteurs, ça veut dire les molécules auxquelles la dopamine doit s'accrocher pour déclencher les systèmes de la récompense. Et ça, vous le connaissez très bien si vous avez eu une dépendance ou si vous avez eu besoin de sucre, parce qu'en fait, on va avoir la nécessité d'augmenter les doses. On a besoin, en fait, on n'a pas les systèmes basiques qu'on avait avec un cookie, récompense, point barre. Non, il faut augmenter les doses parce que les systèmes de la récompense a diminué en fait sa seuil de sensibilité et donc on a une différente sensibilité des récepteurs des deux. Des deux, ça veut dire dopamine 2. On a 6 différents récepteurs à la dopamine en différentes parties du corps et pour le système de la récompense, c'est les D2. Alors, bien évidemment, il y a des études qui évaluent aussi, justement, est-ce que, par exemple, il y a des modifications au niveau génétique, au niveau cérébral,
pour des familles où on a des taux d'obésité qui souvent en fait se reproduisent. Parce que le manque de ces récepteurs D2 au niveau cérébral nous diminue en fait la sensibilité au sucre. Et donc, effectivement, il y a des familles qui, quand on veut activer ce système de la récompense, ben, on doit manger toujours des bonnes quantités parce qu'on n'arrive pas à le déclencher comme une personne qui a une sensibilité efficace aux récepteurs D2. Donc ça, on n'a pas encore bien clair qu'est-ce qui se passe, mais on sait très bien que et la dépendance soi-même, et donc l'addiction au sucre, et dans certains cas aussi des modifications génétiques peuvent diminuer en fait la production des récepteurs D2 et donc faire rendre nécessaire d'augmenter la consommation de nourriture. Et donc voilà, augmente la consommation de nourriture pour activer le système de la récompense, on augmente le poids, mais en augmentant la consommation, les récepteurs dopaminergiques de deux diminuent, la récompense est moins efficace et hop, on essaye d'augmenter les doses pour remettre, déclencher le système qu'on avait connu être efficace. Donc voilà, c'est les cercles vicieux qui rend la prise de poids favorable. Donc, pour revenir à l'addiction, ça c'est la définition d'Yavel Goldman. Donc, c'est une des définitions en fait des comment dire classiques pour le terme addiction. Donc, ça devient une appétence spécifique pour un objet ou une substance avec perte de contrôle. Et c'est avec une incapacité en fait de moduler selon les circonstances, la culture, l'habitude et au milieu. Et donc c'est la impossibilité de résister à l'impulsion des passages à l'acte, avec une sensation croissante des tensions précédant immédiatement le début du comportement. Et avec après, perte de contrôle de le début du passage à l'acte. Et donc, tout ça, malgré qu'il y a soit présent un état de conscience qui dit en fait que c'est quelque chose à éviter, il y a la poursuite du comportement, malgré on a la connaissance des conséquences délétères au niveau de l'état de santé et physique et psychologique et sur le plan social. Donc ça, je le remarque et parce que quand on pense en fait au sucre, on a souvent cette seconde avant le passage à l'acte où il y a tous les pensées en fait qui arrivent de la culpabilité. Donc, bien que ce soit vraiment une addiction, et une première partie sur laquelle agir, et j'espère de vous l'avoir transmis en fait quand on a parlé d'alimentation intuitive, c'est d'éviter la culpabilité. Parce que le fait en fait de culpabiliser déjà pour ce qu'on se sent, on a vu en fait le circuit de la récompense, ça fait qu'empirer notre état d'humeur et donc ne fait qu'augmenter les cercles vicieux pour la compulsion suivante. Par contre, c'est important aussi euh, comprendre que du moment où on est dedans, ben, il y a pas en fait que des mécanismes cérébraux qui soutiennent la dépendance au sucre, mais il y a aussi des mécanismes digestifs. Donc, quand on mange quelque chose qui est très sucré, on a tout de suite l'augmentation de la glycémie, qui, le glucose dans le sang, il peut pas rester élevé. Encore pour un système d'homéostase, on a la nécessité de mettre le glucose dans les cellules. Donc, le pancréas va produire l'insuline parce que la seule façon qu'on a de mettre le glucose dans les cellules, que ce soit le muscle, le cœur, le poumon, etc., c'est grâce à l'insuline ou à travers l'activité physique.
Et donc, en fait, puisqu'il y a eu un pic de glycémie, l'insuline va dire vite, 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 on va ranger toutes les molécules de sucre. Et donc, en fait, après avoir mangé quelque chose qui a été très sucré, on peut avoir ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et donc, dans l'hypoglycémie réactionnelle, on retrouve les besoins de sucre, l'augmentation du besoin du sucre, la baisse d'énergie et aussi l'appétit. Donc, tout ça, en fait, c'est expliqué ici dans les dessins sur votre gauche. Donc, on a l'ingestion de quelque chose qui est très sucré. Donc, vous voyez la glycémie sanguine sur, sur le côté vertical. Donc, l'hyperglycémie augmente. Il y a la sécrétion d'insuline, donc le pancréas va produire l'insuline pour mettre les sucres dans les cellules. Mais puisqu'il y a eu un pic, ben, il y a ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, baisse de la vigilance, voilà, mal-être, fatigue et besoin de manger encore de sucre. Et donc, tout ça, on a différents pics de glycémie selon ce qu'on mange. Quand on a des repas riches en fibres, des végétaux et des fruits secs, etc., ben, la charge glycémique est beaucoup plus faible. Donc, on ne peut pas avoir cet écart assez important entre la glycémie élevée et la glycémie faible selon l'aliment qu'on vient de manger. Vous voyez qu'après 2 heures, en fait, de ce qu'on a mangé, les pains au chocolat, les cookies, je dis pas tout le monde, attention, hein, chacun a aussi une sensibilité glycémique et à l'insuline qui est différente. Mais c'est pour vous expliquer qu'effectivement, il y a une dépendance qui est non seulement psychologique, mais aussi physiologique. Donc, c'est le corps, en fait, en français, on dit les sucres appellent les sucres. Mais c'est ça. C'est ça parce qu'il y a une base, en fait, dans la sécrétion hormonale qui soutient ce besoin de sucre. Et donc, c'est pour ça que des livres, en fait, comme Faites votre la glucose revolution, ça, ça a un impact très important parce que l'ananas, j'ai ici un chapeau C. Je ne sais pas si vous avez lu, en fait, les livres. Mais bon, en fait, cette fille, c'est une Française qui habitait en Californie. Elle travaillait dans une boîte dans la Silicon Valley, vous voyez, où il y a tout, en fait, les engines informatiques. Et en fait, son job a été de tester les glucomètres il y a quelques années. Et puisque sa vie a été très compliquée, en fait, c'est quelqu'un qui a 19 ans et s'est lancé d'une cascade et donc elle s'est cassé le cou. Donc, c'est quelqu'un qui a vécu en fait plein de douleurs avec un trauma majeur. Elle a eu des moments de dépression majeure dans sa vie. Et donc, en fait, du moment où la boîte lui posait la question d'essayer de tester les glucomètres, qu'est-ce qu'elle faisait? En fait, elle avait bien évidemment une alimentation occidentale, ouest, donc riche en sucre. Ben, elle a vu en fait que chaque fois qu'elle mangeait du sucre rapide, les glucomètres lui disaient que la glycémie, donc il y avait ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, et dans son propre sang, dans sa propre expérience, elle remarquait qu'à chaque fois, il y avait une chute de son état d'humeur. Donc, que ça correspondait en fait avec les moments un peu plus noirs de son état psychologique. Et donc, c'est pour ça, en fait, que voilà, les concepts, en fait, tout ce qui était, en fait, entre les liens entre l'alimentation et l'état psychologique a commencé à sortir. Elle a fait, en fait, ses études, mais il y a énormément d'études, en fait, qui ont le lien. Après, avant la poule ou l'œuf, dans le sens, est-il le mal-être psychologique à la base de la, de la dépendance du sucre? Et la dépendance du sucre, c'est un cercle vicieux, en fait. On verra peut-être tout à l'heure avec Valérie qui va essayer justement de comprendre tout ça. Mais c'est une lecture que je vous conseille de faire justement pour voir un peu plus de façon assez divulgative hein, le lien entre le sucre et la dépendance et psychologique
et physiologique que je viens justement de vous montrer. Tout cela, ça va, comment dire, ça va se poser dans un contexte, euh, comme on a dit tout à l'heure, en fait, où il y a une exposition au sucre qui est exceptionnelle. Moi, ça m'a fait très rire, en fait, quand j'ai vu cette publicité. Daddy vous rappelle que le sucre est une plante. Oui, mais la cocaïne aussi, et la marijuana aussi. Donc, l'alcool aussi, à la base, c'est la fermentation du raisin, hein. Donc, voilà, c'était un peu juste, hein. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est une plante, effectivement, mais on n'a pas, en fait, l'accès qu'on aura, en fait, de le supermarché, d'avoir de la marijuana ou de la cannabis dans les supermarchés assez activement. Et je vous ai mis, en fait, la photo de Henri VIII parce qu'il était, voilà, très gourmand. Et donc, lui, il a envoyé, en fait, un bateau en Inde, à l'île Maurice, pour se prendre 1 kilo de sucre. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, par rapport à notre système digestif, ben, on a une exposition impressionnante à la sucrerie, mais à la base, en fait, l- comment dire, le maximum qu'on pouvait avoir de sucre, c'était les fruits un peu plus mûrs. Ils avaient un excès de sucre, voilà, produit physiologiquement de leur changement pendant les saisons. Vous voyez? Et ça, on le retrouve en fait parce que vous voyez la consommation française de sucre dans les années. En 1800, on avait 1 kilo de sucre par an par habitant. En 1955, c'était 25 kilos par habitant. Et donc là, en fait, depuis l'après-guerre, en fait, on voyage autour des 25-40 kilos par an, par habitant par an. Vous voyez, donc comme l'impact au niveau aussi d'un système digestif qui franchement n'est pas fait pour accepter autant de sucre pour avoir justement dans les comportements et dans l'état psychologique. Mais ça, malheureusement, c'est beaucoup de triches aussi par rapport à l'industrie alimentaire, hein, qui bien évidemment on joue sur nos faiblesses et sur les tentations et pour rendre cet aliment, c'est les aliments en fait confort plus riches en sucre et qui jouent justement sur créer les mécanismes de dépendance. Et on sait très bien que les sucres est partout. Les sucres est dans les verres d'orange, dans la canette de soda, bien évidemment, mais il y a aussi dans l'hamburger, dans les lasagnes préparées, dans l'alimentation industrielle, il y a partout du sucre. Donc, c'est très difficile, franchement, ne pas mettre les pieds dans l'étrier, hein. Mais voilà, déjà être un peu plus conscient du fait qu'on le trouve partout. Je ne veux pas non plus vous mettre dans la démarche de contrôler les étiquettes, mais tout simplement de penser en fait qu'on a une alimentation qui peut être fait maison, qu'on a l'alimentation, on a du sucre dit naturel. Donc, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, recommande de ne pas dépasser les 5 grammes de sucre par jour. Et c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que ça, c'est l'ANSES, donc une agence nationale française. Et par contre, l'Organisation mondiale de la santé a baissé les taux à 5% des apports énergétiques quotidiens. Donc, ça veut dire que moyennement, on a besoin, moyennement, hein, ça dépend de l'activité physique, etc., mais des demi-calories. Donc, ça veut dire en fait que les 5%, c'est 25 grammes de sucre par jour. Donc, pensez bien combien de sucre vous mettez dans vos cafés. Mais voilà, une cuillère a 106 grammes de sucre. Donc, ça veut dire qu'on a 3 cafés et c'est bon. C'est fini les quotas de sucre. Donc, vous voyez comme en fait, dans la vie quotidienne, en fait, on ne fait pas attention. Mais je ne veux pas non plus vous mettre une peur de ce sucre, attention, hein. Je veux seulement que vous soyez un peu plus consciente du fait que la base de l'activation de l'addiction, en fait, au sucre est réelle. Et donc, qui consomme un peu plus de sucre? Est-ce que, Christelle, vous voulez intervenir? Vous voulez poser une question?
J'aurais juste une question, oui. Donc là, j'ai bien compris que le sucre, on pouvait devenir sacrément accro. Est-ce qu'on analyse les mêmes comportements avec une addiction au gras? Oui, c'est similaire. C'est pareil, d'accord, Oui, ok. c'est similaire. Parce que, alors, avec les gras, on n'a pas les mêmes systèmes physiologiques dans toute la partie de digestion, mais on a les mêmes systèmes psychologiques dans l'activation du mécanisme dopaminergique, de la D'accord. dopamine. Mm. Et c'est souvent et c'est souvent le pourquoi les mécanismes, voilà, la composition est parallèle en fait. Le cookie, c'est du gras et c'est du sucré, c'est souvent ensemble. OK? D'accord, merci. Donc, qui consomme plus de sucre? Ben, les personnes qui ont une alimentation qui est déséquilibrée, les personnes qui sortent le repas, parce que après on a, comment dire, négligé les signaux de la faim et on passe devant une boulangerie, ben, la première chose qui nous appelle, c'est justement quelque chose qui soit assez rapide et que ça remet en fait la glycémie au bon niveau. Les personnes qui ont des problèmes du sommeil, ce qu'on a vu, j'espère, avec le TP sur le sommeil, qu'on a dû comprendre, OK, la dette du sommeil peut justement être en partie en relation avec la prise de poids. Et toutes personnes qui ont des horaires décalés, malheureusement, ça a été un problème majeur de la vie, en fait, de nos jours. C'est de travailler des nuits, voilà, d'avoir des rythmes calés complètement à l'inverse, jour et nuit. Et voilà, qui a dans son passé des événements traumatiques, des états dépressifs. Et donc, moi, je pose l'accent vraiment énormément sur l'attention aux jeunes enfants, sur leur exposition au sucre. Je vous rappelle qu'avant les 3 ans, normalement, les enfants ne doivent pas être exposés au sucre, tout confondu, hein. Donc, tout type de gâteaux sucrés et tout ça n'ont pas besoin de ça, hein. Avant les 2 ans, c'est la même chose pour le sel, donc pas d'exposition au sel. Et après, donc, c'est les mêmes principes en fait que pour les adultes. Attention, n'est pas tomber en fait dans le piège des produits sans sucre, parce que si c'est possible, c'est encore pire que les produits avec le sucre, parce que ça reste quand même un appel de sucre, parce que le pancréas est trompé dans les goûts sucrés, donc il va quand même produire de l'insuline, mais il n'a pas en fait le glucose à mettre. Donc, si c'est possible, il va faire encore plus de dommages, autre que toute la partie en fait sucrète, c'est avec de l'aspartame et l'aspartame, c'est démontré être un cancérogène pour le pancréas. OK, donc si c'est possible, c'est encore pire. Donc, quoi faire? Dites Evelyne. Ah, on ne vous entend pas par contre. Moi, je voudrais savoir, quand on a un comportement addictif, comment remplacer une addiction sans passer par une autre addiction? Parce que OK. ça, c'est infernal, en fait. Ouais, je pense qu'on va parler tout à l'heure, Valérie. Oui, 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 on parlera de cette problématique du déplacement. Oui, Et voilà, j'en dirai plus tout à l'heure. Mais c'est ce qu'on appelle effectivement le déplacement et c'est un vrai souci. OK, merci. Mm. Donc, une autre astuce, justement, c'est toujours d'avoir ce qu'on appelle les power plates. Donc, ça veut dire une alimentation qui soit équilibrée. Donc, à la base, l'alimentation peut être équilibrée, doit toujours apporter la plupart de l'assiette, comme Claudia vous l'apprend depuis le début, en fait, la partie des légumes, hein, avec toujours une partie des féculents complets et des bonnes protéines, donc ça veut dire des protéines d'origine végétale, avoir l'apport des huiles pour le gras et toujours l'hydratation. Donc, quand on a à la base une bonne alimentation, surtout riche en fibres, et les fibres, on les trouve justement dans les féculents complets, dans les fruits secs, dans le fruit, dans les végétaux, ben, quand on a tout ça, vous vous souvenez la courbe en fait glycémique qui a été un peu en pente quand on mange du sucre rapide, ben, elle est beaucoup plus douce quand on mange une alimentation, quand on a un repas
riche en fibres. Par exemple, dans le petit-déj typique, voilà, bol de lait avec céréales. Bon, là, c'est vraiment les, 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 les hauts et les bas rapides. Par contre, ça peut être des flocons d'avoine avec les yaourts. On voit très bien que la courbe, en fait, elle est beaucoup plus douce sur le temps. Donc, on n'a pas cet up and down qu'on aurait avec la glycémie en mangeant des trucs bourrés de sucre. Donc ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'on peut justement ne pas mettre le pied dans la tentation si on a une alimentation équilibrée et une vie équilibrée. Donc, soigner ce qu'on a dit tout à l'heure, donc le sommeil, pourquoi pas pratiquer le journal, donc avoir un journal où reporter ses émotions ou écrire ce qu'on sent, avoir justement, si besoin, les contacts avec un professionnel de santé, donc un psychologue, un thérapeute, pardon, pratiquer l'activité physique régulièrement n'est pas pour Evelyne déplacer la problématique, parce qu'après, si on devient addict aussi au sport, c'est un autre problème, mais ça reste toujours une addiction, hein. Euh, Cultiver en fait les relations, l'amitié, cultiver sa propre spiritualité, que ce soit la religion ou croire dans quelque chose qui est différent, mais bon, toujours avoir quand même la dimension spirituelle qui est bien allumée. Rester toujours en fait dans la capacité de s'émerveiller de la nature, des dons en fait que la nature peut nous offrir. Et voilà, donc je veux conclure en fait avec euh, la gratitude parce que je pense que déjà quand on est dans la posture en fait de celui qui rend grâce, qui est grate, ben, on ne peut pas être dans la négativité, mais bon, c'est quelque chose qui s'apprend. Et donc, je commence et je vous remercie pour votre attention. Merci. Je te laisse la Merci, Viola. parole, Valérie. Merci Viola. Alors, j'ai pris des notes pour rebondir dessus sur le versant justement psy. Et je pense que ce qu'on peut retenir déjà, c'est les deux mots principaux de vital. Quand tu as parlé du circuit plaisir, effectivement, qui est vital, et de la mémoire. Tu as bien mentionné cette mémoire aussi, qui est quasiment une mémoire psychique, mais c'est aussi justement une mémoire cellulaire. Et quand tu as fait le développement hein, sur la physiologie et sur ces récepteurs, la dopaminergique, qui justement vont après, par protection du cerveau, vont réagir moins ou moins fort et il va falloir plus de substances, c'est bien parce qu'il y a une mémoire, cette mémoire du corps. Cette mémoire-là, elle est hyper importante. Il faut vraiment que vous en ayez conscience. C'est exactement, c'est le même ressort quand on vous parle aussi de cette fameuse épigénétique. Vous vous souvenez, on en a abordé aussi sur les Zooms, là où on parle de cette mémoire transgénérationnelle. Donc, cette mémoire qui va, et ça veut bien dire qu'il y a une partie de nous de notre mental, en quelque sorte, imprimé dans notre corps, dans nos cellules. C'est pour ça aussi que tout n'est pas qu'une question de volonté et que la culpabilité, comme tu disais, bah, finalement, c'est un peu une fausse route, même si on en a besoin, on verra, pour déclencher des mécanismes psychiques, mais trop de culpabilité viendrait nous mettre comme dans un état un peu paralysé et où il n'y a aucune sortie, aucun aménagement possible. Donc, est-ce qu'on parle en premier du déplacement, puisqu'il y a eu cette question-là, question de déplacement? Alors, effectivement, le circuit plaisir, de toute façon, est activé et il va chercher une porte de sortie. Et s'il n'y a plus la consommation de sucre ou de tabac, pour ceux les fumeurs aussi, connaissent très, très bien ce déplacement. C'est aussi ce qui fait prendre des kilos, d'ailleurs, aux ex-fumeurs, etc. Pour pas qu'il y ait de déplacement, il faut déjà, premièrement, accepter le temps.
c'est-à-dire accepter qu'il n'y ait aucune solution miracle, aucun changement vraiment rapide, ça ne sera que ponctuel. Alors, bien sûr, il y a toujours les exceptions qui confirment les règles. Donc, on connaît peut-être tous celui ou celle qui a fait une séance de quelque chose, une consulte avec, et qui a changé. Et ça a été acquis et ça a été fini et il n'y a pas eu de déplacement. Alors, déjà, il faut bien vérifier qu'il n'y ait pas de déplacement parce que parfois, et très souvent, les déplacements sont cachés. Ensuite, si réellement il y a eu cet effet là un peu miraculeux et dans le bon sens du terme, c'est que ben, tout simplement la personne était prête. Psychologiquement, elle était prête à changer, c'est-à-dire qu'elle avait fait déjà des changements dont elle-même peut-être ne s'est pas aperçue. Il y avait des choses et qu'on décortique après quand on connaît les histoires, mais c'est qu'elle était prête et que le travail, en fait, le job avait bien commencé avant. Donc, de toute façon, le temps était là aussi nécessairement. Ou alors, il y a un gros choc, type un trauma, un accident de la vie, quelque chose qui fait tellement peur qu'il y a une prise de conscience et que là, il y a un travail qui se commence et qui peut s'argumenter pour la personne. Les déplacements cachés, c'est effectivement, comme tu les as évoqués, c'est l'addiction au sport, l'addiction peut-être au travail, des choses dans le don de soi, aussi dans des œuvres caritatives, pardon, des choses comme ça, des choses qui vont socialement très bien passer, qui sont très acceptables, du coup, qui sont même valorisées, et elles passent ainsi inaperçues jusqu'à pareil, épuisement du système. Alors, soit épuisement d'un système individuel qui est, par exemple, le burn-out, la blessure au sport, les tendinites multiples, les blessures un peu récurrentes que les sportifs connaissent hein, et qui sont difficiles, soit un affaiblissement, un épuisement du système de vie, c'est-à-dire un conjoint qui se lasse de ça et qui a un divorce, une séparation, une crise de couple. Donc, on voit beaucoup ça. Donc, aussi, aller chercher aussi et se méfier de tous ces déplacements cachés et socialement valorisés. Et est-ce que, Valérie, par exemple, Oui. parlant des traumas ou quelque chose qui déclenche les changements, la chirurgie peut être mise en fait, la chirurgie bariatrique dans ces cas-là pour le sucre, peut être mise en fait dans le déclenchement du changement de Alors, la dépendance. alors justement, elle peut, dans certains cas, il y a cet espace où on avait déjà parlé du le ça et le surmoi, ces deux instances psychiques. Alors, le ça va générer tout ce qui est pulsionnel, envie, tout ce qui est irréfléchi. C'est vraiment l'instance du tout est possible, du je veux, j'ai ou je fais. C'est vraiment cette instance-là. À côté, on a ce qu'on appelle le surmoi, qui pourrait s'apparenter un peu à la conscience morale, aux règles, à l'éducation, à tout ce qu'on a. La culpabilité, c'est le siège, le surmoi, c'est le siège de la culpabilité, qui vient un peu contrecarrer les fortes pulsions du moi. Et normalement, dans l'état d'équilibre quasi parfait, ça serait 50-50. On a 50% de surmoi qui vient s'équilibrer avec 50% de ça. C'est jamais comme ça. Il y a toujours on a toujours une personnalité plus en surmoi ou plus en ça. Et voilà. Donc, par rapport à la chirurgie, il se peut hein, que on voit des histoires de vie où les personnes grossissent, prennent du poids, c'est festif, c'est du plaisir, c'est voilà. Et puis il y a une consommation plutôt inconsciente. Et puis un jour, il y a le choc peut-être du miroir ou une réflexion ou une histoire de vie qui fait que la personne prend conscience du poids, de son allure, de peut-être du médical, de tout ce qui se fait. Et
Elle était simplement sur une consommation festive. Il n'y avait rien derrière. Quand tu parlais de l'œuf et la poule, il n'y avait pas forcément. Voilà. C'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Et à ce moment-là, on va dire que la chirurgie ou un régime ou un livre, un bon livre de développement personnel vont suffire à donner les informations nécessaires pour que la personne se remette dans les rails et voilà, continue. C'est très rare. La plupart du temps, et d'ailleurs, on le sait, et les personnes de toute façon en surpoids deviennent quasiment des nutritionnistes, quoi, des diététiciens. Ils sont très, très, très au fait, au courant de ce qu'ils doivent consommer, pas consommer, etc., etc. Et c'est bien ce que tu disais, Viola, c'est le principe de l'addiction. Il y a la consommation, mais on sait très bien que cette consommation est toxique et on le fait quand même. Donc, premier niveau, la chirurgie bariatrique, elle peut, dans ces premiers cas-là, servir simplement, voilà. Un deuxième cas où elle peut aussi, c'est que le travail a été un peu déjà commencé. Le travail psychique a déjà été un peu commencé. Mais il est vrai que perdre 30, 40 kilos, parfois plus, c'est long, c'est usant, ça va être tout un job, tout un travail. Et là, elle a sa place pour impulser quelque chose, pour impulser, et puis parce que ça va aussi changer. Alors là, contrôle mes paroles, mais Viola, mais ça change aussi physiologiquement quelque chose, la bariatrie. Hein. Voilà. Donc ça peut aussi, ça va créer de toute façon l'impulsion. Ça va la créer. Mais dans la plupart des cas, quand même, ça ne suffit pas. Parce que il faut être dans ce cheminement. Sinon, ce que tu disais en premier comme l'anxiété. Alors, attends, j'ai noté. Hein. Entre l'anxiété, les mauvaises habitudes, y compris les habitudes familiales, y compris tout ce transgénérationnel, justement, fait que ça devient notre monde et que notre monde, nos croyances, qu'on pense être des réalités, on n'a même pas conscience souvent que ce sont des croyances, juste la chirurgie ne va pas suffire à les changer. Okay. Et puis, ce qui peut être difficile, c'est ce moment un peu lune de miel, là, où les kilos s'envolent, où c'est facile. Et c'est normal, vous avez tellement envie d'y croire que ça y est, c'est comme ça, et c'est tout à fait normal. Sauf que en latence, travaillent les troubles d'avant, et y compris cette anxiété. Je crois que il faut ramener à l'essentiel des troubles, l'essentiel de ce qui fait consommer, de ce qui fait surconsommer et de ce qui rend addict et de ce qui active là, ce fameux circuit de la récompense. Alors, j'ai pris en note, je ne sais pas si on le voit, mais j'ai pris ce circuit-là. Et l'essentiel, je dirais que la case, c'est le manque. La case essentielle, c'est le manque. Alors, pour nous, psychologues, pour les psychanalystes en ont fait, eux, leur départ de toute théorie. Le manque primordial. Hein. Et en fait, l'humain va avoir de cesse de combler ce manque primordial. Le manque primordial, pour savoir ce dont on parle, le manque primordial, c'est le bébé qui vient au monde dans un état d'immaturité complète, autant psychique que physiologique. Et chez nous, humains, ça dure très longtemps, très très longtemps. Le cerveau est à sa maturité émotionnelle à 25 ans. Donc, et il continue à chaque âge de l'enfance, de l'adolescence, etc. Ce cerveau-là émotionnel continue de se développer pour permettre à des structures, justement, de prendre en charge les émotions.
pour ça qu'on dit que les adolescents, finalement, ils sont pas finis. C'est pour ça qu'il y a ces accès de colère, ces sautes d'humeur. C'est pour ça qu'à l'adolescence, c'est encore du normal. Ça s'accompagne, ça nécessite justement d'être pris en charge dans le sens de donner des outils pour progresser. Mais voilà, le cerveau n'est pas fini. Alors, ce manque-là, eh bien, J'ai il une faut petite le mettre. question, Valérie. Je suis désolée. Oui, oui. Je sais pas si tu vois la main levée, donc c'est pour ça que je me permets de te le dire, mais il y Ah a non, je Linda vois pas. qui aimerait intervenir. Merci, j'ai une petite question. Je ne suis pas encore opérée, donc je suis en fin de parcours, mais j'ai lu dans de nombreux forums que beaucoup de personnes qui étaient opérées n'avaient plus cette fameuse envie de sucre. Alors, est-ce que c'est peut-être, comme vous disiez, un choc peut-être psychologique et se dire que c'est la chirurgie, c'est peut-être le bon moment de modifier les choses? Moi, je pensais que physiologiquement, la chirurgie, alors je ne sais pas par quel moyen, je sais que je viens de comprendre qu'il n'y a pas de magie, mais aider justement à ne plus avoir ces envies de sucre. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent Voilà, dire les opérer, justement? Voilà, c'est ça. Moi, je suis peut-être pas bien placée pour répondre. Je veux bien répondre parce que c'était aussi mon interrogation. Moi, ça fait 1 an que je suis opérée. J'ai perdu 40 kilos. Et moi qui étais une méga accro et addict au sucre, aujourd'hui, le sucre me désintéresse complètement. Je parle du sucre industriel, hein, pas le sucre des fruits, mais me désintéresse complètement. Alors, je me dis, est-ce que ça va être constant? Est-ce que c'est juste cette période de lune de miel? Et ma deuxième interrogation aussi, c'est de me dire, un peu comme les anciens fumeurs, si je sais que je reprends une petite dose de sucre, j'ai peur après de retomber dans mes anciens démons. Mm. Est-ce que je peux intervenir? Alors, Ouais. Alors, moi, je suis opérée depuis le 6 février. J'ai perdu 32 kilos. Effectivement, quand on est opéré, au départ, il y a plus, la nourriture ne nous intéresse pas parce qu'on n'a pas faim. Donc, effectivement, l'estomac étant plus petit, la faim n'y est pas. Donc, pour moi, l'envie et la faim sont, entre guillemets, l'hormone de la faim sont reliées. On m'avait dit au bout de 6 mois, il y a des choses qui reviennent, et je peux confirmer qu'il y a des choses qui reviennent, c'est une lutte permanente. Les envies de sucre, elles reviennent. Moi, je sais que je suis tentée. Alors, j'en parle avec Valérie, mais j'ai une fille, une grande fille à la maison qui, elle, achète beaucoup de cochonneries, malgré le fait que moi, j'en achète pas. Et la tentation de les voir, elle reste. Elle reste là, et donc c'est une lutte de tous les jours. C'est une lutte pour, euh, pour ne pas être tenté de replonger. Mais effectivement, ce que disait la personne juste avant, euh, ben, le fait d'en mettre un à la bouche en amène un deuxième et un troisième et un quatrième, etc. Donc la lutte, c'est de ne pas en mettre dans la bouche, en fait. Mm. alors moi, je sais pas si on m'entend bien, je voudrais Oui, oui, témoigner vas-y, aussi. Rebecca. Alors moi, ça fera 2 ans le mois prochain, donc c'est encore un autre tour. Je confirme que pendant beaucoup de mois qui ont suivi, il n'y a pas eu d'envie du tout. Il a même été très difficile un atelier en présentiel au CCO où on m'a demandé d'essayer de manger une chips, mais surtout un carré de chocolat. Et puis l'envie est revenue, pour être honnête. Et j'accentuerai le point sur la non-culpabilité, c'est-à-dire que grâce aussi à Claudia, grâce aussi aux ateliers, aux conférences, etc., j'ai pris conscience en fait que ben, il fallait pas que je m'en empêche parce que l'équilibre alimentaire, c'est aussi de se faire plaisir. Et donc, bon, il m'arrive de temps en temps d'acheter des gâteaux industriels que j'essaye de prendre de réfléchir à ce que j'achète pour dépanner. Sinon, beaucoup de fruits secs et je fais des gâteaux maison où je sucre avec un peu de miel, du chocolat noir et je fais des parts des fois que je congèle. Je me dis, tiens, là, j'en ai envie parce qu'il y a un coup de stress au bureau. Et en fait, sur la semaine, voire même sur la journée, je culpabilise plus si à un moment donné, j'ai pris un peu de sucre, mais par contre, je contrôle la quantité sur la journée sans que sans que ça me gêne d'avoir à faire ce truc-là en disant, ben voilà, tiens, ce yaourt, il n'était pas nature, il était bio, mais il y avait un peu de vanille avec, je sais pas, de l'édulcorant ou du sucre roux, ben, je le comptabilise quand même quelque part.
Voilà. Mais vraiment, par rapport à tous les ateliers sur l'intuition, parce que moi je suis très crunch, j'aime pas ce qui est mou, j'essaye de faire en sorte que quand je me fais plaisir, ça soit aussi dans mon sens. Mhm. Mais je confirme quand même que oui, l'estomac reprend sa constitution initiale et que ben, la mémoire du corps, il y a tout qui revient. Et c'est juste une question de dire, j'ai tout mis en place avant, le suivi psy, de l'activité physique, donc avoir un circuit de la récompense qui ne passe pas par le frigo. Mais il y a eu des passages où c'est peut-être il y a des jours où c'est peut-être un peu plus dur que d'autres, mais c'est des périodes. Mais là, franchement, donc le mois prochain, j'ai le bilan des 2 ans. J'ai perdu. Je ne me suis pas inquiétée quand j'ai repris 2-3 kilos. Aujourd'hui, ça fait 6 mois que je ne bouge pas. Je me pèse une fois tous les 15 jours, des fois une fois par mois, quand je pars en week-end prolongé, et je suis ravie. Voilà. Très bien. Mais c'est revenu. Voilà. Tu dis, ce que tu dis aussi dans justement l'amont en fait de la démarche et dans la prise en charge avant, et qui est difficile, hein, mais je comprends bien que c'est difficile peut-être à faire comprendre et à anticiper. Alors heureusement, il y a quand même ces trois consultations un peu obligatoires pour le dossier, 3 consultations psy pour le dossier. Mais très très souvent quand même, je ne sais pas si on a des statistiques, des pourcentages, mais je dirais que 80, ah oui, même plus de 80% s'arrêtent à ces 3 consultes obligatoires pour le dossier. Et après, c'est effectivement pris par l'entraînement des mois un peu lune de miel. Et que ensuite, à partir des premiers échecs ou des premières difficultés, ça revient chez le psy. Ouais. Et mais parce que c'est compliqué, je comprends, on conçoit que ça soit compliqué à comprendre comme message. Ouais. Donc, pour Viola, tu veux rajouter quelque chose sur la physiologie du coup Non, 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 ça correspond. Ouais, ça bon, correspond. Ouais, oui, ça hein. correspond. Ouais. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'en étais du coup, mais pour enchaîner sur cette histoire de déplacement aussi et de cacher, c'est aussi bien comprendre et faire le lien avec ce qu'on vient de dire que on a ce circuit de récompense qui est vital, donc ce besoin de plaisir qui est vital. Et majoritairement, une des réponses les plus faciles, surtout quand elle est ancrée de manière mnésique, l'alimentation va être la récompense. Et là, ça vaut le coup quand même de faire le point, de s'arrêter et de faire le point sur sa vie et sur toutes ces zones aussi de récompense, de plaisir, et surtout sur ces zones de frustration, d'insatisfaction. Parce que souvenez-vous du mot premier qui est le manque. Donc, qu'est-ce qui manque à votre vie? Qu'est-ce qui vous manque? Il y a ça. Euh, Sachant qu'il y a aussi une injustice un peu de base, une difficulté de base, comme l'a dit Viola, c'est que les récepteurs sucre, du coup, vont amener du plaisir immédiat, euh, alors qu'une vie réussie selon soi, va demander des efforts, va demander des stratégies, va demander de l'autodiscipline, et du coup, ça va être moindre en plaisir. Ça va activer le circuit plaisir, mais moins. C'est pour ça qu'il faut une des méditations qui marche bien pour accompagner là dans la vie, une des métaphores qui marche bien, c'est le principe un peu des vases communicants et où on s'aperçoit que qu'est-ce qu'on met dans notre vase de satisfaction et de vie, de projet de vie réussi selon nous. Alors, on fait bien la différence, hein, je crois qu'on en avait déjà bien parlé, entre réussir sa vie, comme on dit, de manière sociale, et une vie réussie selon nous, avec nos propres objectifs. Et c'est là qu'on voit le principe des vases communicants, c'est-à-dire qu'au plus on est dans une vie, on a de satisfaction dans notre vie, au moins on a de frustration, et au moins on a besoin d'activer cet espace nourriture. Donc ça, c'est le propre des thérapies comportementales qui vont s'occuper de ça.
Ensuite, on ne peut pas faire l'économie de la question de l'anxiété. Voilà. Parce que parfois, vous êtes dans une vie que vous-même, vous trouvez réussie, qui est super, qui est bien. Vous le dites, hein, d'ailleurs, j'ai tout. J'ai tout ce que je voulais, j'ai tout ce que je veux. Et en plus, ça vous fait culpabiliser, etc. Donc, notre degré d'anxiété, là non plus, on n'est pas égaux. Comme par rapport à l'insuline, à la dopamine, etc. Viola l'a dit, on n'est pas égaux dans notre sensibilité à ces hormones. Eh bien, par rapport à l'anxiété, c'est aussi des hormones qui coulent dans nos veines. Nos pensées, en fonction de quelles hormones on a, de toute façon, eh bien, quels neurotransmetteurs sont au travail pour produire les hormones, on va fabriquer des pensées positives ou des pensées plutôt négatives. C'est ça qui va indiquer notre humeur, en quelque sorte. Mais notre humeur, elle vient bien de quelque chose. Elle ne vient pas comme ça de l'air du temps. Elle vient aussi de notre physiologie. Et s'intéresser à notre degré d'anxiété, eh bien, ça nous donne déjà une deuxième porte d'entrée pour la thérapie. C'est-à-dire que quand on dit tout n'est pas psy, c'est vraiment ça, c'est tout n'est pas psy. Que votre histoire familiale, oui, vos schémas de pensée, ok. Mais il y a aussi les hormones et si vous avez appris, si vous êtes dans une stimulation tout le temps d'anxiété, de pensée négative par votre milieu familial, par votre éducation, si vous êtes toujours soumise à un certain stress, justement, cette hormone de cortisol, là, elle va être multipliée, elle va être beaucoup plus présente et elle va produire un sentiment d'anxiété, de mal-être. Et forcément, comme si c'est un fonctionnement chez vous, vous l'avez depuis longtemps, il y a de fortes chances même pour que vos parents ou votre mère soient elle-même anxieuse et du coup, avec les réponses peut-être alimentaires qui vont avec. Donc, est-ce que c'est clair cette partie sur l'anxiété? C'est important. C'est important parce que ça permet de dire aussi justement que dans le sens tout n'est pas psy, c'est bon, bah, maintenant, il n'y a plus qu'à agir, il n'y a plus qu'à se mettre dans un schéma de vie, un schéma comportemental cette fois. Y a un frein souvent à l'évolution dans le travail psy, c'est que les gens veulent comprendre, ils veulent savoir. Et c'est très bien, et la plupart du temps, on le sait, mais on sait assez rapidement. Honnêtement, on sait en quelques séances, on connaît la problématique, on l'a mise à jour, on le sait. Euh, pour autant, c'est très satisfaisant. Ça, justement, ça participe au principe de plaisir. L'insight, là, ce qu'on appelle cet insight, est de comprendre la chose, d'avoir l'impression de ah ben ça y est, j'ai compris, je sais pourquoi. Et oui, mais ça tient très peu. Tout ce qui va être de l'ordre de l'intellectuel, de la compréhension intellectuelle. Viola, quand tu as dit les trois cerveaux, les trois niveaux de cerveau, et justement ce niveau de cortex qui fait comprendre les choses, qui permet d'acter, de comprendre les choses, eh bien, ce troisième niveau, il est bien, il est nécessaire, mais d'abord, il n'est pas essentiel à bouger, il n'est pas essentiel à l'amélioration. Et ça, il faut bien l'accepter. Trop souvent, on voit des patients qui même changent de psy pour essayer de comprendre, etc. Et une fois que les choses sont dites, elles sont dites. Par contre, bouger sur soi-même, pratiquer, bah, ça, c'est moins séduisant, comme on l'avait dit. C'est beaucoup plus vendeur de lire des livres où là, on se reconnaît, parce qu'on se reconnaît toujours dans les livres de développement personnel, ils sont faits pour ça. Ils sont faits pour correspondre au plus grand nombre et pour justement être séduisants. Alors, il y a les 7 blessures, je ne sais plus quoi, enfin bref, des choses où on se reconnaît, c'est bien, mais si ça suffisait à la lecture d'un seul livre, ça y est, vous aviez compris et vous auriez changé.
bien sûr. Et le principe, voilà, de la thérapie, c'est que justement, soit vous lisez un livre, vous êtes dans le développement personnel, vous y arrivez, c'est bon, c'est que vous êtes prêt en quelque sorte et que ça va. Soit, si vous n'y arrivez pas à la première lecture, deuxième, etc., c'est que vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne et d'un professionnel qui vous drive là-dessus. Parce que ça va demander des efforts. Pratiquer, là, qui de vous, par exemple, pratique, depuis qu'on le dit, hein, pratique la cohérence cardiaque 3 fois par jour. Ouais, c'est dur. Quoi? Le 3 faire, fois par oui, jour. 3 fois par jour, Le, c'est le compliqué. protocole, hein, celui qui nous Une fois assure par jour. justement combien? Une. Pas suffisant, Ouais, mais ok. une. Voilà, bon, ben, moi, comme je dis au départ, vu que vous ne faites rien, vous le faites une fois, c'est déjà bien, hein. Mais le protocole, on sait que c'est 3 fois par jour. Celui qui est validé pour bouger, parce qu'il offre cette couverture au niveau des neurotransmetteurs de 1 heure à quelques heures de sérotonine, dopamine, ocytocine. Alors oui, c'est moins séduisant que d'écouter des conférences, d'écouter parler, de mettre, de comprendre, parce que la compréhension, c'est quoi? La compréhension, c'est une tentative de contrôle. Mhm. La compréhension, c'est prendre le contrôle. Ah oui, j'ai compris, donc avec l'espoir qu'on va contrôler. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, parce que, comme a dit Viola, il y a les sous-couches là du cerveau. Il y a le cerveau reptilien et puis le cerveau émotionnel, donc le 1 et le 2, qui, eux, sont programmés survie, qui ont toujours les mêmes codes que l'homme des cavernes et qui mangent pour faire des réserves. Mm. Et moi, là, là où j'en arrive, c'est que, alors très souvent, mes patients de longue date me disent, mais depuis quand même, depuis que je suis en thérapie, etc., ça ne change pas. Et moi, j'ai toujours la même question. Oui, mais ok, mais depuis quand vous faites les 3 cohérences cardiaques par jour et depuis quand? Et j'ai toujours les mêmes réponses, en fait. Parce qu'on le fait un peu, mais je le sais, hein, c'est compliqué à mettre en place. C'est à la fois simple, tellement simple, cette respiration, mais tellement compliqué parce qu'il y a des ressorts, il y a des freins. Alors, il y a des freins inconscients. Et puis, il y a des freins intellectuels qui sont justement, non, mais moi, il faut comprendre, il faut que je comprenne pour avancer, j'ai besoin de, il y a ce fameux, j'ai besoin de comprendre pour avancer, ouais. Ou alors, oh, mais je suis perfectionniste, donc, non, mais tout ça, c'est du flan qu'on se raconte. Donc, comprendre les choses, oui, comprendre ce que nous a expliqué Viola, c'est un essentiel, mais ça va. Après, une fois qu'on l'a compris une fois, si on a encore et encore et encore, on devient des spécialistes de ça. Et c'est là où ça ne change pas. C'est bien comportement parlant que ça ne change pas. C'est ce qu'on dit dans les addictions, hein. La majeure partie des addictions, euh, du coup, des addictions physiologiques, du principe physiologique de l'addiction, c'est à peu près réglé entre 7, 10 jours, 15 jours. Et ça peut être très violent. Moi, j'ai travaillé en centre pour les toxicomanes, où on faisait les sevrages. Enfin, c'était le corps réagit d'une manière très, très violente. C'est pour ça qu'on fait des traitements, etc., etc. Donc, au sucre, bah, c'est pareil, il va y avoir une réaction, forcément. Viola nous en a parlé, cette baisse d'énergie, cette hypoglycémie là, qui vient avec l'humeur désagréable, l'humeur noire, etc. Il va y avoir des réactions, mais c'est quand même sur un temps relativement court. Mhm. Ensuite, le problème de l'addiction, c'est que c'est une addiction comportementale. Et là, l'addiction comportementale, déjà, c'est bien de faire la différence. Parce que dans l'addiction comportementale, on peut glisser les histoires de manque en termes de frustration de vie, de mécontentement sur sa vie. En quoi je suis mécontent sur ma vie? En quoi ma vie ne va pas? Qu'est-ce que j'aimerais changer de ma vie? Etc. Après, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Et tout ce travail-là, ça se fait en thérapie, effectivement, de réglage. Est-ce que ça va?
Alors, du coup, on ne doit pas essayer de répondre à notre question, qu'est-ce qui manque dans ma vie? Parce qu'en fait, ça serait encore analysé pour pas aboutir. Là, la Si, question, si. c'est vraiment pourquoi je fais pas mes 3 cohérences cardiaques par jour. Ah oui, la première des choses, c'est mais pourquoi, alors que j'ai cet outil-là, qu'il est Ouais. validé? C'est un outil qui est utilisé, par exemple, chez les diabétiques, qui, eux, ont moins d'insuline à se piquer. Du coup, ils se piquent. Moi, c'est tout ce que je vous dis là, c'est validé, hein. Il y a des groupes témoins qui sont, etc. Les hypertendus, donc la tension artérielle va baisser d'1 point. C'est quand même très intéressant. Et le rythme cardiaque, etc. Et puis surtout, cette dopamine, sérotonine et ocytocine que ça vient produire. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien social, l'hormone de l'amour, c'est l'hormone qu'on nous réinjecte quand on nous a fait une péridurale et que ça a un peu arrêté le travail là, de l'accouchement. Bah, l'ocytocine, c'est l'hormone qu'on vient réinjecter pour redéclencher. Hein. Donc, c'est l'hormone du lien social. C'est l'hormone qui vous déclenchez quand vous faites un pot à pot. Quand vous Hmm. caressez quelqu'un, mais vous-même aussi, quand vous vous touchez, quand vous caressez un enfant, quand vous lui mettez la main sur la tête, sur l'épaule, quand... Et le cerveau, il lui faut quelques secondes, moins d'une minute, pour capter ça et déclencher l'ocytocine. Donc, on a des moyens comportementaux pour produire la méditation, la pleine conscience. 5 minutes. J'ai fait un groupe WhatsApp, on est 79, je crois, 80 sur le groupe, pour mettre, des méditations courtes, 5 minutes. J'ai fait un test, un petit sondage, alors qui le fait pas, après 3 mois, 5. 5 réponses sur 80. Bah, c'est significatif de ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est aussi un message, il y a beaucoup, je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a beaucoup d'espoir quand même dans ce que je dis, parce que je suis quand même juste en train de dire, non, mais pratiquer, ça va évoluer. Hmm. Pratiquer, et ça va, on n'a pas le choix. Si vous pratiquez, votre corps n'a pas le choix. Il va produire les neurotransmetteurs, il va y avoir les bonnes hormones. Il n'a pas le choix. C'est Et ça, comme c'est si, important. c'est comme si on n'y croyait pas en fait. C'est comme si pour Hum, nous, Ah, moi, c'était... j'y crois pas, hein. Je sais pourquoi j'y arrive pas, hein. C'est que je me dis, mais pourquoi en respirant, ça peut changer quelque chose à ma et vie, voilà. en fait. Et Je peine voilà. à me mettre et du coup, ouais, j'ai ce côté où je me dis, je le fais, j'essaye. Puis au bout d'un moment, je me dis, bon, allez, de toute façon, c'est encore un truc à la mode. Alors que je sais, hein, Valérie me le dit tout le temps, mais j'ai encore ce frein en moi, ouais, qui me dit, c'est encore un truc utopique et que ça marchera pas. Et je veux le moment parfait pour le faire. À quel moment faut que je le fasse pour que ça Ah marche oui, le mieux c'est ça possible? aussi. Voilà, Oh, entre c'est chiant, ouais. j'ai pas le temps, mais ça tient pas parce que ceux qui sauvent des vies ont le temps. Justement, ceux qui sauvent des vies tous les jours ont cette hyper rigueur parce qu'ils en ont besoin et c'est ancré de pleine conscience, ont ces moments-là de focus sur eux et sur les ressentis pour tenir le coup. Donc, le j'ai pas le temps, ça suffit pas. Le Si je peux me perfectionnisme du oh, mais permettre, moi, il me faut le parfait. Ah, ça, c'est le frein idéal, mais non. Et c'est pour ça que je vous dis, transformez tous vos moments d'attente, tous ces moments où vous avez besoin d'attendre, vous allez chercher votre enfant au bus, à l'école, vous attendez dans la voiture, vous avez un rendez-vous, vous attendez, vous êtes au téléphone pour un standard de machin, vous attendez, peu importe, respirez. Cohérence cardiaque, pleine conscience. Alors, pour que ce soit aussi vite réactivé comme ça, effectivement, ça s'apprend. Il faut être guidé au début. Ça, oui, il faut être guidé au début. Sinon, le simple fait de vous dire, bon, bah, faites ça et puis ça ira, je me suis bien aperçue, moi, après 15 ans de cette pratique-là, que ça ne marche pas. Vous le faites pendant les 2, 3 jours en partant du cabinet et puis après, c'est fini. Il faut être guidé. C'est pour ça que moi, je propose même maintenant des séances beaucoup plus courtes en ligne pour méditer, pour faire de la pratique, parce que franchement, ça marche, ça fonctionne. Et je sais, enfin oui, on sait pourquoi, mais il y a un surinvestissement du fait psychique, intellectuel, de comprendre, etc. Il y a une culture. On est, nous, encore sur une culture plus des psychanalystes, hein, imprégnée de ça, sauf qu'une psychanalyse, minimum, c'est 10, 15 ans, et au final, ça ne change pas, hein.
ça change pas. Sauf que vous savez pourquoi vous avez les troubles, mais vous avez toujours les troubles. Vous êtes juste OK avec vos troubles. Je peux me Donc, permettre, au moment où on en a parlé de la cohérence cardiaque, Lucie, quand tu dis où est trouver le moment, bien que j'ai écouté Valérie faire, j'ai fait mes 5 minutes de cohérence cardiaque. C'est bête, hein, mais je me suis dit, on l'a évoqué, je l'ai fait. Voilà, c'est oui, aussi bête que ça. oui, oui, Et oui. ça m'a pas empêché d'écouter Valérie. Ouais. Ça n'empêche rien, effectivement. C'est des Et excuses, hein, donc, c'est bien. Hein. oui, oui. Bah, merci, Laurence. mais, mais voilà, et là-dessus, ça, si vous faites ça, ça va nous aider sur le terrain là, de l'anxiété, ça va diminuer l'anxiété. Donc, forcément, déjà, il y aura moins ce besoin de compenser l'anxiété par le circuit plaisir, avec la nourriture, et etc. Et puis, en plus, vous serez plus réceptif à tout ce qu'on peut mettre en place dans la psychothérapie, dans l'analyse. Là, on peut revenir sur quelque chose d'analytique et on sera beaucoup plus entendu et compris par l'intellect, mais surtout par le corps, par les cellules. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Oui, je sais pertinemment que ça fonctionne, la cohérence cardiaque, parce que j'ai fait un gros burn-out, j'étais hospitalisée, ça m'a beaucoup aidé. Alors, pourquoi est-ce que justement, et je le sais, je ne le fais plus actuellement, alors que je sais que c'est bénéfique, pourquoi, comme vous le disiez, vous aviez un groupe et seulement 5 le font régulièrement, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? alors là, il faut aller voir du côté, déjà, bon, vraiment prendre la connaissance de comment ça marche, pourquoi ça marche, et parce que beaucoup me disent, mais moi, vous savez, je suis scientifique. Ouais, c'est ça. Moi aussi, on a le parcours neurophysio, 3 ans de neurophysio, etc. Donc, et maintenant, on peut plus avoir cette excuse parce que vous avez dû voir le moine, enfin, comment il s'appelle? Mathieu Ricard. Vous avez dû voir cette image peut-être de Mathieu Ricard en train de méditer. En habit orange et avec les électrodes sur le cerveau et les résultats au niveau IRM et de l'activation, justement, de ce dont parlait Viola aussi sur les neurones activés et les zones, les aires corticales. Donc, tout ça maintenant est prouvé. Donc, ça, c'est une chose. C'est vraiment avoir conscience, aller chercher l'info, savoir pourquoi et comment ça marche, et que c'est sur une base scientifique. Et ensuite, le pourquoi, malgré tout, je ne le fais pas, aller évaluer peut-être sa dose d'auto-sabotage, sa dose de pourquoi je me veux pas de bien complètement, pourquoi peut-être que je mérite pas, pourquoi est-ce que j'ai été un mauvais objet, est-ce que ça. Et ça, c'est un vrai écueil, oui. Ok, merci. Comme pour le reste, comme pour, par exemple, ne pas faire une activité ou se mettre en échec. Voilà, à chaque fois qu'il y a des mises en échec, quelle que soit la mise en échec, il faut observer sa dose d'auto-sabotage. Merci. Alors, Valérie, je peux vous poser une question aussi? oui, oui. J'aimerais faire le rapprochement avec l'atelier des habitudes qu'on a eu il y a quelque temps. Est-ce que le fait d'avoir une nouvelle habitude peut diminuer une addiction? Je prends un exemple. Je m'empiffre de 10 gâteaux. Est-ce que demain, j'accepte de faire ma compulsion, mais cette fois-ci qu'à 9 gâteaux et Oui, baisser au fur et à mesure la dose, en fait? oui, 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 Ça oui. fonctionne, ça, pour se débarrasser d'une addiction? Oui, ça fonctionne et dans les thérapies comportementales, ça marche bien. Ça passe d'abord par le fait de l'acceptation, du coup. Mhm. Hmm. Dire D'accord. accepter. Ça peut être aussi une chose qui peut être intéressante, c'est changer de contexte. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, je travaillais là-dessus avec une patiente aussi qui allait, une crise de boulimie ou voilà, qui allait acheter au magasin les paquets de gâteaux, etc. Et qui rentrait vite chez elle, les manger. Gâteaux, bonbons, machin. Et nous, on avait dit, bon, bah, ok, mais juste, vous allez aller les manger dans un coin sympa dans un truc sympa, s'arrêter sur un coin. Donc au début, elle ne voyait pas l'intérêt, elle voyait pas. OK. Sauf que tout est contagieux. Les ambiances sont contagieuses, les atmosphères sont contagieuses. Donc,
déjà partir ou rentrer chez soi en cachette, manger de manière compulsive, c'est très négatif. Là, il y a un renforcement du négatif. Et après, comme tu disais, Viola, cette culpabilité qui vient s'entraîner et qui vient créer le malaise. Donc là, accepter de changer de contexte, d'aller dans un lieu sympa, c'est déjà bénéficier de la détente du lieu. C'est s'oxygéner. Moi, parfois, je vous dis aussi, bon, bah, ok, bah, boulimie, ok, de toute façon, c'est comme ça, c'est pulsionnel, ou paquet de gâteaux, ok, mais, mais le paquet de gâteaux, alors ça sera la récompense, mais avant, cohérence cardiaque. Avant le paquet de gâteaux, ok, mais cohérence cardiaque. Le but, c'est pas du coup de pas prendre le paquet de gâteaux, hein, c'est voilà, et de se dire oh ben ça marche pas, voilà, ça marche pas, la psy elle a dit de faire ça et ça fonctionne pas. Non, non, c'est à force et à force et à force. Peut-être qu'il y aura 10 fois la cohérence cardiaque et manger tout le paquet de gâteaux, mais peut-être que la 9e fois, la 10e fois, etc., etc. Donc, c'est utiliser aussi le circuit de récompense et on peut l'utiliser pour ancrer une habitude ou ancrer quelque chose qui voilà, nous fait pas très plaisir ou au départ. C'est, je sais pas, avant une série Netflix, avant une série, avant le plaisir, la récompense de ce moment, bah, s'imposer une cohérence cardiaque. Et c'est comme tu disais, associer les habitudes hein, à une habitude déjà bien fortement ancrée, type se brosser les dents, aller, voilà, on a un rituel que de toute façon personne ne remet en cause, eh bien vous l'associez à ça. Je ne sais pas si j'ai répondu, Christelle. Oui, oui, nickel. Ok. Et ça me fait penser, par exemple, le paquet de biscuits, ça peut être 9, 8, ça peut être baissé progressivement, et ça veut dire aussi penser à tout ce qui est mise en scène. Le paquet de biscuits, la jolie assiette, le plateau, le contexte autour. Prenez aussi en photo. La photo, quand on dit, hein, moi j'aime beaucoup photographier en heureux, photographier déjà, prendre une photo, c'est déjà une méditation en soi, c'est déjà observer, c'est déjà faire du beau, c'est recadrer sur ce qu'on veut, c'est avoir une concentration déjà sur ce qu'on veut. Ça touche notre sens de l'esthétique. Oui, Photographier, pardon, oui, excusez-moi, Valérie. Si on fait du beau, je reviens sur ma compulsion avec les gâteaux. Je fais du beau, je mets mes gâteaux au lieu de les manger rapidement dans la voiture. Voilà, soit je vais dans un bel endroit ou soit sur une belle assiette, etc. Du coup, je vais prendre plus de plaisir puisque là, en plus, visuellement, ça va me doper en oui, fait. Mais est-ce que oui, ça va mais pas renforcer l'addiction en disant, bah, je comme je prends comprends, du plaisir, je comprends. Je comprends la question est juste. Alors, non, parce que justement, il y aura plus de plaisir, mais avec des sources d'entrée de plaisir différentes. Donc, il va plus y avoir 100% sur le paquet de gâteaux. Il va peut-être y avoir, alors il y aura peut-être que 10%, parce que comme nous a dit Viola, le sucre, c'est fort. Bon, déjà, la cocaïne ou l'héroïne, c'est fois 2000, fois 3000. Le sucre, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, c'est peut-être fois 200. La photo, c'est peut-être fois 20. On est d'accord. Mais c'est la répétition de ça, la prise de conscience, la pratique qui, voilà, et c'est de multiplier les entrées de plaisir. Et il y a une chose aussi, c'est que quand vous aiguisez ce sens-là de l'esthétique, c'est que vous trouvez beau. Et quand vous trouvez beau quelque chose, chacun son beau, mais quand on trouve beau quelque chose, on est en connexion directe avec soi. Bah, déjà, ça libère l'hormone plaisir, c'est un fait. Et en plus, il n'y a aucun autre questionnement, c'est-à-dire que c'est un des rares espaces mentaux, un des rares espaces mentaux où on se fait confiance. Il n'y a pas de questionnement, c'est je trouve ça beau et c'est comme ça. Et là, on active aussi la confiance en soi, l'estime de soi. Donc c'est intéressant. Comme tu dis, toujours du beau. Trouver. Toujours du beau. C'est toujours gagnant.
Donc, de manière comportementale, pour les addictions, effectivement, c'est le paquet. Oui, bon, ben, c'est accepter de craquer, mais craquer dans de bonnes conditions, dans de belles conditions. Déjà, ça, vous allez voir qu'à force de répétition, ça va commencer à changer la donne. Parce que vous allez vous nourrir différemment. Comme quand on faisait la pleine conscience, vous allez vous nourrir par les yeux, par l'odeur, par vraiment le fauteuil qui va être peut-être plus agréable, plus confortable, par tout ça. Et puis, le nombre, vous pouvez jouer sur le nombre. Pour ceux qui n'osent pas, qui n'arrivent pas à jeter, vous pouvez aussi faire un vrai entraînement sur le fait de jeter. Moi, j'entends des choses folles, hein. J'entends des choses qui folles. J'entends des personnes qui me disent, bah, j'allais pas le gaspiller, c'était fini, fallait bien que je le finisse. La date limite était finie, fallait bien que je le finisse. Bah, ça, c'est fou. Non. Et encore une fois, aujourd'hui, quoi, hein, aujourd'hui. Alors bon, c'est peut-être pas le mauvais aujourd'hui où il y a tout augmente et etc. C'est peut-être pas le bon, mais quand même, vous avez compris l'esprit. On ne peut plus raisonner comme ça. Et si vous raisonnez comme ça, c'est que littéralement, vous vous prenez pour une poubelle. Et oui. Et on le dit souvent, hein. Et donc l'exercice, c'est littéralement de s'exercer à jeter. Déjà, il y a un truc c'est prévoir moins ou prévoir plus adapté. Mais si jamais il y a des ratages, c'est voilà, c'est ne pas finir. C'est aussi le challenge, c'est aussi principe de circuit du plaisir. La fois où ce paquet de gâteaux, vous n'allez pas le finir. La fois où vous allez rentrer à la maison ou remettre dans le placard avec deux, trois qui restent. Bah, ça va vous faire très plaisir parce que là, il y a ce sentiment de contrôle. Même si c'est qu'un, mais que ça n'arrive jamais, euh, eh bien, ça va faire plaisir. Donc, c'est se mettre des challenges, se mettre des entraînements. Et on parle de la culpabilité. Alors, j'ai noté la culpabilité aussi. Une culpabilité stérile, c'est la culpabilité dans laquelle on reste et dans laquelle même on peut un peu se vautrer dedans parce que voilà, je culpabilise, finalement, ça donne rien. Et il y a cet aspect aussi un peu auto-sabotage derrière. Et ça nous laisse un peu comme quand on est dans une phase de choc où il y a la culpabilité, mais nos comportements sont un peu paralysés. C'est pas pour autant qu'on passe à l'action sur quelque chose ou qu'on change quelque chose. Donc ça, c'est la mauvaise culpabilité. C'est la culpabilité, effectivement, à éviter. Ensuite, il y a une bonne culpabilité et revenir à la base du concept même de culpabilité. La culpabilité est à la base du fondement social, du lien humain, du lien social. C'est cette culpabilité qui nous empêche aussi de tuer celui qui nous embête ou celui qui nous... Voilà, c'est là-dessus. C'est cette culpabilité qui rend les rapports aussi plutôt harmonieux, qui nous sort aussi de l'état sauvage, en quelque sorte. Donc, cette partie-là de la culpabilité, eh bien, il faut en profiter et de manière quotidiennement, il y a un petit exercice à faire sur les ancrages. Les ancrages, donc là, on va utiliser l'ancrage négatif. Souvent, je vous parle de l'ancrage positif. J'en avais parlé avant l'été, de profiter de l'été pour faire des ancrages positifs, c'est-à-dire que quand vous êtes dans un bon moment, vous en prenez conscience parce que très souvent, on vit des bons moments et puis c'est après, dans le souvenir, le soir ou le lendemain, où on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'était bien, c'était génial, etc. Mais là, c'est se dire dans le moment, oh là là, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça me fait du bien, comment mes émotions sont bonnes, comment mon cœur est peut-être rempli, ma poitrine, je sens ma poitrine plutôt en ouverture, comparé à d'habitude quand je suis oppressée, anxieuse, stressée, où c'est plutôt une sensation de fermeture, d'étouffement, une boule à la gorge ou au ventre. Là, quand vous êtes dans un bon moment, justement,
prendre conscience de comment physiologiquement, physiquement, mécaniquement, même le corps se sent bien, étant plutôt en ouverture, et faire des allers-retours pour la fois où vous allez être mal. C'est-à-dire, pensez à ce moment-là, dans cet instant-là, pensez à quelque chose de négatif ou qui vous stresse ou qui vous angoisse. Donc ça, ce sont les ancrages positifs qu'on va faire. Il y a aussi ce qu'on appelle les ancrages négatifs. Les ancrages négatifs, parce que toujours pareil, on sait que le négatif impacte toujours plus le cerveau. Voilà. À émotion, à dose d'émotion égale, le négatif sera toujours plus impactant. Donc, c'est aller chercher et vous fabriquer vous-même votre ancrage négatif. L'ancrage négatif, c'est ce moment où vous ne supportez plus votre situation. C'est la douleur, c'est la souffrance que le comportement, là en l'occurrence l'addiction, le sucre, du coup les kilos, cette culpabilité qui prend après, c'est fabriquer ce moment-là d'ancrage négatif. Et pouvoir faire des ponts et pouvoir être en mesure du coup après de le raviver, de le ramener au moment, peut-être au moment où la pulsion arrive. Mais au tout début, quand la pulsion, l'envie de sucre, et là, si on la laisse trop s'installer, bah, c'est parti. C'est parce que les hormones sont déjà parties, sont déjà produites et ça va y aller, ça va aller jusqu'au bout. Donc, c'est comme quand on me dit justement, ah oui, bah, ouais, je l'ai fait deux ou trois fois depuis un mois parce que j'étais pas bien, j'étais anxieuse. Oui, des fois, parfois ça marche si c'est pas une trop grande anxiété. Si c'est une crise d'angoisse, ça ne marche pas. Mais ça, c'est évident, ça ne marche pas. Donc, le principe, c'est pas d'attendre qu'il y ait la crise pour le faire, c'est de le faire tout le temps. Donc, et je suis bien d'accord, c'est beaucoup, beaucoup moins séduisant que un livre ou quelque chose qui vient vous dire, ben voilà, faites ça, parce qu'on se projette, on se dit, ah ben oui, je vais le faire, Ben non, ben, en fait, c'est juste fermez tout et faites, vous avez déjà de quoi faire, tout de suite, immédiatement. Et c'est très important en fait, parce que souvent dans les articles en fait, dans les magazines et tout ça, on trouve ne mange pas les chocolats, appelle ta copine, prends une douche, sors. Oui, mais ce qui est important de comprendre, c'est aussi que en fait la Shudo est déjà lancée au niveau hormonal quand il y a la compulsion. Donc la diriger en fait vers quelque chose qui, bien évidemment, peut-être c'est un ancrage positif, mais on est déjà dedans en fait, on peut pas la bloquer en fait. Oui, oui. Donc, c'est bien faire la différence, mais quand vous êtes déjà dedans, c'est parti. C'est pour ça que tout ce qu'on vous donne comme pratique, comme exercice, c'est à faire tout le temps. Et encore plus quand tout va bien. Parce que quand tout va bien, votre mental, mais surtout vos cellules sont très réceptives dans les associations que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire la respiration et je me sens bien. Et souvenez-vous, hein, on a dit au début, vital et mémoire. Il y a une mémoire du corps. Et si on travaille sur soi, on est sur la mémoire du corps du manque primordial. Il n'y a pas de poids, il n'y a pas d'excès de poids sans problématique sur l'insécurité intérieure, sur des carences affectives précoces là-dessus. Carence affective précoce, c'est par exemple une indisponibilité du cadre autour du bébé. C'est une mère indisponible. Ça ne veut pas dire une mauvaise mère, hein, c'est une mère qui a sa psyché pour X raisons. Peut-être qu'elle est en train de faire un deuil, peut-être qu'elle est en licenciement, peut-être qu'elle a un problème de couple, peut-être qu'elle est prise par quelque chose de positif, une formation, un truc qui lui prend très à cœur, voilà, plein de choses. Elle a une indisponibilité psychique à cet enfant, à ce monde-là. Voilà. Ça crée un manque. Mais tu parles des prises de poids pendant l'enfance ou même quand elle arrive en âge adulte?
même quand elle arrive à l'âge adulte. Quand elle arrive à l'âge adulte, c'est que les mécanismes sinon, c'est comme on a dit tout à l'heure, ça arrive à l'âge adulte, mais le fait de comprendre et de se faire prendre en charge, ça passe très vite. Mm. Si ça passe pas très vite, si c'est très lent, c'est que les mécanismes de défense qui avaient permis jusqu'à présent de gérer les situations se sont épuisés. Et en fait, il y a un craquage et on retourne à l'état du manque primordial. On a une belle responsabilité comme maman, hein. Alors oui, alors attention, parce que ça a flingué ça beaucoup, 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 justement, toute cette littérature, tu sais, des années 60, 70, la psychanalyse qui arrive à fond, Durkheim, tout ça, qui culpabilise à mort les mères. Mais en fait, c'est pas les mères, c'est que les mères elles-mêmes sont la porte d'entrée de tout le monde pour l'enfant. Et si la mère vit elle-même des relations difficiles, si le père justement est un père violent, ou un mari violent, quelque chose comme ça va impacter l'enfant beaucoup plus par la mère, par le ressenti de la mère. Donc c'est vraiment l'histoire de responsable mais pas coupable. Mhm. Mais oui, ça pèse lourd sur les épaules des mères, mais il faut absolument pas que les mères se sentent justement dans la culpabilité. Non, mais moi, je le voyais aussi dans la situation, en fait, d'élan à prendre soin de nous-mêmes aussi, parce qu'on Oui, on a la dans, porte, dans le justement. pouvoir. Donc, Mm. mhm. Oui, dans le pouvoir qu'elles ont, qu'on a aussi, hein, et à être soi-même bien. Tu sais, dans le fait, comme on disait, s'autoriser à être soi-même bien, parce que de là part le reste. Toutes ces mères qui ne prennent pas le temps, qui n'ont pas le temps, qui se donnent pas le temps, qui n'osent pas ne pas répondre, qui n'osent pas ne pas être là, qui n'osent pas laisser l'enfant prendre un peu plus. Attends, je vais me brancher. J'en profite, je vais vous partager le questionnaire en attendant. Hop. Oui, en Qui fait, voilà, c'est une partie assez importante, en fait, la responsabilité bon, il y a seulement Monsieur Legrand aujourd'hui comme monsieur en tout femme. Donc, mais la responsabilité, en fait, qu'on a en tant que femme pour, voilà, avoir toute la famille dans les épaules, la maison, les enfants, le travail. Donc, il y avait ces fameux, en fait, pédopsychiatres italiennes, en fait, qui soutenaient de façon assez agressive et j'ai jamais compris, mais il dit aussi beaucoup de choses très importantes, que le monde a commencé à changer depuis que les femmes ont commencé à travailler. Et donc, en fait, en fait, les soins des enfants ont été moins possibles, que tout était délégué, et la femme, donc, elle avait un peu la double casquette, et donc, une part, alors, je l'acceptais pas, hein, attention, hein, Ouais. mais d'une partie, en fait, ça a gravé, en fait, dans la responsabilité de la femme. Ça alourdit, en fait, le poids psychologique aussi dans les épaules de la femme. Oui, oui, et après, il y a, je pense, une partie, je sais pas si je suis bien branchée, ouais, une partie de réalité, hein, parce que bah, ça passe essentiellement, ça c'est la réalité physique, enfin physiologique, humaine, c'est l'enfant qui porte, c'est la mère qui porte l'enfant, c'est la mère qui ressent, c'est les premières traces mnésiques, de toute façon, elles sont avec la mère. Mm. Alors, dans les sociétés plus primaires où on parle de village, parce que justement, cette garde, j'ai plus l'écran, Lucie, c'est normal? Non, Ah, on te voit. Ah, ok, on bon, te voit, oui. C'est que d'accord, j'ai lancé d'accord. le questionnaire, c'est Ah peut-être pour oui, ça que ça t'a caché l'écran, je sais pas. ça doit être le questionnaire, ok. Donc, c'est dans cet état-là, dans le village, quand tout est partagé, d'où l'importance chez nous aussi des grands-parents. Ceux qui ont cette mémoire, ceux qui ont la garde aussi souvent, quand les grands-parents peuvent et sont en capacité de garder l'enfant, il y a des choses qui peuvent se transmettre et se passer. Mais tant que la mère ne comprend pas qu'elle est la personne la plus importante de sa propre vie, de sa vie, et que c'est que de là que ça découle, que découle le bien-être de ses enfants, etc., tant qu'elle est dans un sacrifice, c'est dangereux.
Mm. On entend des mères qui n'ont pas de vie, par exemple, même si elles ne travaillent pas ou si elles sont à temps partiel, parce qu'elles doivent aller chercher les enfants, les amener là, les amener là, les amener là. Elles sont dans un rythme de folie euh, qu'elles s'imposent aussi, euh, alors que finalement, tout le monde en pâtit parce qu'il y a ce stress qui est communiqué et personne n'y gagne. Ouais. Alors que accepter de se faire une pause, accepter d'aller se faire masser, je parle souvent beaucoup des massages parce que c'est tellement important. C'est pas du luxe, c'est pas du luxe. C'est des moments qui mettent le corps et l'esprit en connexion. Et en plus, avec toute le bienfait des massages hein, et de, de tout ce qui se passe physiologiquement dans le massage. Oui, absolument, très important. Je Mm. pense, pour rebondir, je m'excuse Valérie, pour changer un peu Vas-y. de sujet, qu'une partie très importante que peut-être il faudra qu'on aborde dans un prochain atelier, c'est l'autosabotage. Qu'est-ce que tu Oui, en Ah oui, oui. ouais, Ouais, justement, parce que ça c'est tu sûr. viens de parler, mais l'autosabotage, je pense que c'est un point clé peut-être qu'on n'a jamais abordé et c'est quelque Oui, chose qui tout le monde oui. est important. Ouais. Oui, oui, ça a trait avec avec l'histoire de familiale, avec la culpabilité, avec une psychothérapie aussi comportementale, donc avec plaisir, oui.